Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Vous avez été président de l'Assemblée nationale, vous avez été président du Conseil constitutionnel. Vous êtes aujourd'hui, j'allais dire un confrère, chroniqueur radio-télé. En tout cas, vous êtes très présent sur les ondes, une des langues les mieux pendues de la République. Et vous publiez, tu le raconteras plus tard, c'est une phrase de Jacques Chirac quand vous lui montrez un certain nombre de feuillets de ce livre et qu'il vous répond... C'est pas le moment d'en parler. Là, maintenant, le moment est venu. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai quitté la présidence de l'Assemblée nationale, moi j'ai un réflexe. Depuis 40 ans, j'écris tous les jours ce que j'ai vu, qui j'ai rencontré, etc. Et puis, quand j'ai quitté la présidence de l'Assemblée nationale, je lui ai montré une partie de ce manuscrit. À Jacques Chirac. À Jacques Chirac. Et il m'a dit, écoute, c'est très bien, mais tu le raconteras plus tard. Bon, et le moment est venu. 10 ans sont passés, il n'est plus aux responsabilités, je n'ai plus de responsabilité. Et en relisant ces notes, parce que je n'ai rien ajouté, je trouve que c'est un livre d'actualité. D'abord, il y a toute une partie sur le terrorisme. Oui. Et par exemple, je le dis là dans une de mes notes, en pleine affaire du terrorisme en 1995, je vais voir les Belges. En disant aux Belges, attention. Attention, Molenbeek, enfin, c'est pas Molenbeek à l'époque, mais oui, l'équivalent. Oui. L'équivalent. Deuxièmement, on se rend compte à ce moment-là que le trafic de drogue est en train d'alimenter les réseaux terroristes. Il y a le problème qui était douloureux de Saint-Bernard. Or, j'ai été... Les réfugiés de l'église Saint-Bernard. Les réfugiés. Enfin, en tout cas, ceux qui occupaient l'église et qui sont évacués manu militari. On les a fait passer des hors-la-loi aux sans-papiers. C'était moins gênant. Mais c'était des gens qui s'étaient réfugiés dans une église parce qu'ils étaient en situation illégale et je les ai fait sortir de l'église. C'est aussi cette période où je renvoie des gens qui n'ont pas de papier en France. Une façon de dire que l'histoire bégaye, en tout cas, se renouvelle. Vous dites, je n'ai rien ajouté. Est-ce que vous avez retranché des choses? Alors oui, parce que le manuscrit faisait 4000 pages. Ah oui, d'accord. Donc c'est la seule raison. Il n'y avait pas des notes qui étaient impubliables. Vous n'êtes pas toujours indulgent, par exemple avec Jacques Chirac. Avec les autres non plus, on y reviendra, mais avec Jacques Chirac, vous n'êtes pas toujours indulgent. Mais j'ai une immense affection pour lui, affection humaine, etc. Mais quand vous prenez des notes au jour le jour, que je ne veux pas modifier, il y a des réalités. Quand je me suis présenté à la présidence de l'Assemblée nationale, il était contre. Pourquoi? Parce qu'au nom de ce qui m'apparaissait à l'époque absurde, et on a bien vu les résultats, de ce grand parti unique de l'opposition, alors on avait distribué Raffarin à Matignon, Jacques Barrot au groupe, et réconciliation avec Balladur. Pour moi, c'était absurde pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un parti unique, ça ne s'impose pas. C'est le résultat d'un mode de scrutin. Mais à la fin, il faut une majorité unique. En tout cas, il faut une majorité unique. Mais oui, il faut d'abord gagner les élections. Et si vous avez un parti unique, il faut, dans un scrutin majoritaire à 2 tours, avoir des réserves de voix. Or, on ne les a pas. En Angleterre, vous avez des grands partis parce que c'est le scrutin majoritaire à 1 tour qui pousse à l'union dès avant le premier tour. Nous avons un scrutin majoritaire à 2 tours. Donc il faut rassembler entre les 2 tours. Donc pas d'indulgence vis-à-vis de Jacques Chirac. Vis-à-vis de personne. Même pas plusieurs reprises. À plusieurs reprises, vous expliquez que vous êtes en désaccord, en tout cas qu'il est en désaccord avec vous, et vous contournez ce désaccord. Pas indulgent avec Nicolas Sarkozy du tout. Alors ça, franchement, non, c'est pas votre copain. Non, sauf que à un moment, parce que c'est dans les deuxième partie des notes de l'opposition, je reconnais qu'il a beaucoup de talent, qu'il sait parler, c'est un orateur, mais je constate aussi que pour moi, ce n'est pas un homme d'État. Quand il est ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur est au cœur de l'État, il se permet de critiquer le président de la République. Ce n'est pas acceptable dans un régime républicain. C'est pas un homme d'État. Pour moi, ce n'est pas un homme d'État. Ça, c'est un comportement de petit chef. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, nommé par le président de la République. C'est le moment où la compétition entre les deux se fait le plus dur et où il espère passer justement au stade ultérieur. Mais Chevènement disait très bien, quand vous n'êtes pas d'accord... Un ministre, ça ferme sa gueule. Ou ça démissionne. Donc voilà, pas indulgent pour Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin, vous l'avez noté il y a un instant. Pas indulgent non plus pour Alain Juppé, alors que c'est, selon Chirac, le meilleur d'entre nous. J'ai beaucoup d'affection aussi pour Alain Juppé, mais il lui manque
ce contact avec l'opinion publique. Les élections, la République suppose qu'il y ait une certaine sympathie. C'est pour ça qu'il a perdu les primaires? Non, parce que je pense qu'il a perdu les primaires parce qu'il s'est déjà placé dans le second tour et il a fait une ouverture aux centristes. Et la droite ultra en a profité pour se recentrer sur autre chose. François Fillon, vous dites de lui, Fillon reste pour moi un personnage un peu à part. Proche de Séguin, il cultive un certain mystère sur sa personnalité. Vous ne le connaissez pas? Non. C'est-à-dire que je ne le connais pas, je l'ai vu pendant 20 ans, mais c'est un homme qui était toujours derrière Séguin, mais pas toujours avec Séguin, qui est rentré, s'est mis avec Balladur, puis a critiqué Balladur. Inconstant? Inconstant et mystérieux, c'est ça? Mystérieux plus qu'inconstant. Oui, et après il devient ministre de Chirac, et quand il part, il dit la seule chose que Chirac ait faite de bien, c'est ce que j'ai fait moi. Ouais. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Et pendant, parce que la deuxième partie du livre, c'est après la défaite de 97, ouais. La droite est en plein combat, c'est les combats des grands chefs, Séguin, Juppé, Balladur. Ouais. Cette réflexion, vous la faites en septembre de 97, de mémoire. Oui, quand vous dites Fillon, on ne sait pas très bien. Oui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. La première fois que je le rencontre, c'est aux Journées parlementaires à Arcachon, à cette époque-là. Il est à part. Bon, alors on va essayer de parler du parti maintenant. Aujourd'hui, c'était un moment important pour les Républicains, puisque probablement un certain nombre de gens qui participent aujourd'hui à la majorité d'Emmanuel Macron vont être exclus. Bonne méthode? Alors, si on veut séduire, avancer, on n'exclut pas. Et on fait quoi? Un parti politique. On admet d'avoir un Premier ministre qui, à la fois, est membre du parti et dirige... Les gaullistes ont connu ça. Ah bon? Les gaullistes ont connu ça, puisque d'abord, au temps du RPF, il y avait la double appartenance, c'était possible. Et puis, il y a toujours eu... Et pas être à la fois dans la majorité et l'opposition. Mais écoutez, être le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Je ne vais pas l'apprendre à un grand constitutionnaliste Nicolas, comme vous. Je vais vous dire que je n'y arrive pas à m'intéresser à cela. Car aujourd'hui, quel est le problème? Il y a un point précis. Pour la première fois, depuis sous la Ve République, en tout cas depuis que les élections du président de la République ont lieu au suffrage universel, les deux grands partis de droite et de gauche républicaine n'ont pas été sélectionnés pour le second tour. Ça veut dire quelque chose. Et comment est-ce qu'on reconstruit précisément ce grand parti de la droite? Pour moi, aujourd'hui, l'important, c'est de savoir si les réformes nécessaires à la France que la droite et la gauche n'ont pas fait pendant 20 ans, est-ce qu'enfin on va pouvoir les faire? Et c'est le cas. Ce qui m'importe, c'est que les investissements repartent, la production industrielle reparte, que le chômage diminue, et à ce moment-là, alors qu'on se reconstitue. Moi, je rêve. Est-ce que vous dites, Jean-Louis Debré, que l'orientation actuelle, par exemple sur les sujets que vous avez évoqués, est bonne? Je ne suis pas un spécialiste. Je vois qu'on a échoué avant, depuis 10 ans, 15 ans. On a tous... j'ai fréquenté les cabinets ministériels et parler de la réforme du Code du travail, parler de la réforme de la fiscalité, mais personne ne l'a fait. Et c'est le cas? Eh bien, on l'a fait. Alors, donc là, ce sont de bonnes orientations, c'est ça? Je crois que c'est de bonnes orientations. On verra dans 18 mois ou dans 2 ans si elles ont des effets. Bon, je l'espère pour mon pays. Donc, ce qui m'importe plus que la vie de tel ou tel parti, eh bien, c'est plutôt ça. Si Macron réussit, alors vous verrez les gens de droite et les gens de gauche partir, c'est Macron. S'il échoue, alors les partis se reconstitueront. Se diviseront. Alors ce sera sûrement l'objet d'un prochain livre. Le précédent, c'était Ce que je ne pouvais pas dire, en 2016. Celui-ci, c'est Tu le raconteras plus tard. Il reste à imaginer le titre du prochain. Merci Jean-Louis Debré.